Bonsoir Ariane, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour le Centre de recherche ibérique et ibéro-américaine de l'Université Paris-Nanterre. Donc nous allons avoir un mini entretien autour du monde de la traduction. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous présenter rapidement. Donc vous avez fait des classes préparatoires littéraires au lycée Condorcet en lettres modernes. Ensuite, vous avez été formée en tant que comédienne à l'école Claude Mathieu. Et vous avez notamment rédigé un mémoire de littérature comparée, sur Beckett et Coltès. Puis, une fois votre formation terminée à l'école Claude Mathieu, vous êtes parti en tournée, en Italie, avec, les Tréteaux de la pleine lune, pour jouer notamment, Roxane dans une adaptation, de Cyrano, de Bergerac, entre autres. Et vous avez également, vous avez également fait de la traduction, théâtrale, dont on va parler. Voilà. Pourriez-vous nous parler des premières pièces de théâtre que vous avez traduites et qu'est-ce qui vous a initialement attiré vers le monde de la traduction théâtrale? Oui, alors, il faut savoir que avant de commencer l'école, Claude Mathieu, et même pendant et ensuite après à nouveau, j'ai fait des études, d'anglais, D'accord. de littérature, et donc, j'étais assez et dès les classes préparatoires, en fait, j'avais vraiment un penchant pour la traduction, un goût, une facilité et donc, je me suis quand même vraiment tournée vers les études, j'ai fait une licence de littérature, civilisation, anglaise, à Nanterre d'ailleurs, D'accord. et je me suis beaucoup intéressée à la traduction. Et donc, ensuite, il se trouve que j'ai fait cette école de théâtre où j'ai rencontré mon compagnon qui s'appelle Alexandre Zloto et avec qui on a monté une compagnie en 99 quand il est revenu de 3 années à l'école du Théâtre national de Strasbourg. Et il revenait donc de cette école et il a créé une compagnie et il a souhaité travailler sur, je suis désolée, il y a du bruit, il a Oui, souhaité travailler sur la pièce, sur Macbeth de Shakespeare. Étant donné que j'ai eu une éducation bilingue, il faut savoir aussi, donc d'où mon goût aussi pour la langue anglaise. Le théâtre, je l'ai abordé par l'anglais en France, c'est comme ça que je suis devenue comédienne. Donc c'était très lié pour moi affectivement aussi. Et Alexandre m'a demandé de faire une traduction pour la compagnie, en sachant que j'étais aussi son assistante et que donc la traduction pouvait évoluer au fil des répétitions. Moi, je sortais de l'université de Nanterre où j'avais eu, entre autres, Jean-Michel Desprats comme professeur. Donc, d'accord. je me suis dit, voilà, j'étais jeune, je me suis dit, mais qui suis-je pour traduire Shakespeare? Voilà, je fais sûrement moins bien que mon maître, etc. Mais voilà, l'intérêt là, c'était d'être au plateau et de pouvoir modifier la traduction au fil du travail, expliquer aux acteurs. On avait des grandes discussions, notamment avec l'acteur qui jouait Macbeth, expliquer comment c'est en anglais, pourquoi je choisis tel mot plutôt que tel autre, mais quel est voilà, est-ce qu'on privilégie le sens ou le son, puisque pour une traduction théâtrale, il s'agit évidemment d'être fidèle à l'auteur, mais il s'agit de créer une langue orale. Bien sûr. Voilà, donc c'était ça la spécificité, et c'est en ça que je me suis dit que je pouvais peut-être apporter ma petite pierre de comédienne avec une toute petite expérience à l'époque, un peu plus maintenant, et maintenant je fais de la direction d'acteurs puisque j'enseigne dans cette fameuse école Claude Mathieu où j'ai été formée il y a 25 ans. Et donc, comment la transmission, en fait, fait partie du travail pour moi de traduction. C'est-à-dire que les traductions théâtrales que j'ai faites, c'était toujours en lien avec un metteur en scène qui me faisait une demande pour un spectacle. D'accord. Pas c'était pas, la visée n'était pas que littéraire, elle était vraiment pour être jouée sur le plateau, pour un projet particulier. Souvent, j'ai dû aussi faire une adaptation une fois que la traduction était faite. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on voit que votre parcours, voilà, unique, hein, alliant le théâtre, et la traduction, à travers, la LCE, anglais, voilà, semble créer une synergie particulière. Pourriez-vous m'expliquer comment votre expérience, et votre sensibilité de comédienne et metteur en scène, infusent, on va dire, votre manière d'aborder la traduction de pièces de théâtre, en particulier, par exemple, dans le choix des mots ou, le rythme du dialogue et cetera? Oui, bien sûr. En effet, la traduction, donc très fidèle à l'auteur, se veut d'abord plus ou moins littérale.
Et une traduction littérale d'un auteur ancien, comme par exemple Shakespeare, ça va poser des problèmes au niveau de l'oralité, dans le sens où on va avoir des, des tournures qui vont peut-être être un petit peu anciennes, ou qui vont être... alors, en plus, on a la difficulté que l'anglais et le français, donc l'anglais est beaucoup plus compact, beaucoup plus nécessite moins de mots. Et en français, on va avoir besoin d'ajouter des adverbes, des adjectifs, beaucoup, notamment des adverbes, puisqu'en anglais, ils ont un verbe pour tout, quasiment. Et en français, on est obligé de dire de telle façon, ainsi, etc., de préciser. On doit préciser le genre, on doit préciser énormément de choses, ce qui fait que quand vous regardez une traduction bilingue d'un auteur anglais-français, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de textes, beaucoup plus de mots en français qu'en anglais. Donc on a un problème en fait au théâtre de longueur des répliques, puisqu'il faut plus de mots en français pour dire exactement ce qui est dit en anglais. Donc il faut faire des choix parfois de ce qu'on privilégie au niveau du sens, et puis il faut aussi faire des choix de ce qu'on privilégie au niveau du son, puisque évidemment l'oralité fait appel à la musicalité, à la facilité aussi d'énonciation pour l'acteur. Et donc, et d'ailleurs, moi, je me suis amusée à comparer beaucoup de traductions de Shakespeare, que ce soit Jean-Michel Desprats, qui est très soucieux de la fidélité, qui est assez littéral, ou un traducteur comme André Markovitch, qui va lui privilégier le son, le rythme. Le rythme est très important aussi. Euh, et ils vont traduire très différemment le même texte. Et après, c'est vraiment une question de choix. Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Enfin, après, on a des préférences de goût. Mais c'est une question de ce que veut aussi le metteur en scène, aussi comment l'acteur comprend les choses quand on en fait partie du travail de répétition, et d'essayer de faire une espèce de compromis entre le sens, le son et le rythme, puisque le rythme est important aussi, évidemment, au niveau théâtral, puisqu'il y a une question de temporalité, de durée des répliques. Et donc, voilà, selon aussi le type de mise en scène du metteur en scène, on est obligé de faire des choix. Et c'est pour ça qu'à mon avis, une traduction est vraiment valable, on va dire, pour, pour une équipe donnée, à un moment donné. D'abord, une traduction est datée. On se rend compte qu'il faut renouveler les traductions, puisque souvent, quand elles sont un petit peu anciennes, bah, étonnamment, elle ne colle plus avec notre époque, alors que le texte original, lui, il est intemporel. Je parle notamment de Shakespeare, parce que c'est principalement lui que j'ai traduit. Mais je pense que c'est valable pour tous les grands textes. Et donc on est beaucoup plus, en tant que traducteur, obligé de se focaliser sur un contexte, un style, une époque. Et tous ces paramètres font qu'on est obligé de faire des choix. Et donc justement, bah, on le sait tous, hein, voilà, les œuvres de Shakespeare sont réputées, hein, pour, bah, leur richesse linguistique, voilà, jeux de mots, allitération, rythme poétique. Et justement, comment concrètement, lors de la traduction des œuvres de Shakespeare, quelle stratégie vous avez adoptée pour conserver, ces éléments, subtils et essentiels, tout en rendant le texte accessible et vivant pour le public, francophone? Oui, alors la difficulté, comme vous le dites, c'est notamment beaucoup les jeux de mots, par exemple. Les jeux de mots, c'est intraduisible. Donc Ouais, soit on choisit, voilà, soit on se dit, bon, on va faire a pun, quoi, une blague dans le même goût, mais ça n'aura rien à voir avec la littérature, ça ne sera pas du tout une traduction littérale. Soit on va essayer de traduire le jeu de mots, mais c'est un enfer. Donc en général, c'est là où il faut faire des choix. Par exemple, dans Peine d'amour perdu, je me souviens que j'ai traduit pour Hélène V d'accord. du Théâtre du Soleil. J'ai eu énormément de jeux de mots, et j'étais obligée d'en inventer, en fait, de choisir de... J'ai pas d'exemple immédiat, c'est un peu loin tout ça, donc j'ai pas d'exemple qui me vient, mais euh, je me suis aussi amusée. Il y avait un personnage qui citait énormément de latin, mais avec des fautes, volontairement. Et donc, je me suis amusée alors à rajouter dans ces dialogues entre ces deux personnages qui se parlaient en mauvais latin. Je me suis amusée à en rajouter, enfin à rajouter quand ça marchait pas en français littéralement, je prenais un autre
une autre expression, une autre voilà. Et il y a la traduction aussi des prénoms, par exemple. Puisque notamment dans Peine d'amour perdu, il y a un personnage qui s'appelle Custard et donc ça peut vouloir dire, ça peut ça dénon il me semble que ça, il s'agit d'une pomme, heu et puis en même temps, il est un petit peu bêta, c'est fait parmi les clowns et donc bah, j'ai fait un choix, moi je l'ai appelé Courge. D'accord, Et en fait, c'était complètement dans le parce que dans le système des personnages, ça fonctionnait, voilà et il est traduit différemment dans voilà, selon les différentes traductions que vous allez trouver. Ce personnage est traduit de plein de façons différentes, donc c'est une liberté que j'ai prise, mais que d'autres traducteurs avaient prise également parce que finalement, c'était intraduisible. Quand il y a un jeu de mots ou quand il y a connotation, bah, on est obligé de faire appel à son propre imaginaire et c'est là où c'est amusant parce qu'il y a une part de créativité, quoi. d'accord. J'aurais une petite question sur, alors l'engagement émotionnel, avec des grands guillemets. Bah, le théâtre, hein, c'est un art, éminemment émotionnel, hein, si on peut le dire. Donc comment dans vos traductions, vous vous assurez que justement vos traductions conservent cette force émotionnelle et l'intensité dramatique, avec des grands Mmh. guillemets, voulue par l'auteur original, malgré les barrières linguistiques qui peuvent exister et qui existent? Ouais, oui, oui, c'est une très bonne question. Ah, en fait, justement, là, donc, je fais appel à j'essaie de faire appel à ce que moi je ressens quand je lis la pièce en langue originale et étant aussi comédienne, je me dis: «Ah, bah, si je jouais cette scène, si je jouais ce personnage, si je devais dire cette réplique, c'est ça qui me je privilégierais, telle connotation ou tel aspect ou tel aspect de la réplique», je dirais. Et j'essaye de me baser sur ce que en effet, sensoriellement, c'est une excellente question, parce que qu'est-ce que cette réplique me fait et qu'est-ce qu'elle me ferait si j'étais en train de la jouer et que j'étais le personnage? Heu, donc j'essaye de puisque j'ai eu une éducation bilingue, donc j'ai quelque part l'anglais, m'affecte, émotionnellement et donc j'essaye de reproduire cette émotion dans ma langue, maternelle qui est le français. Donc en me disant voilà, si je qu'est-ce qui se rapproche le plus de ce que je ressens en lisant l'anglais? Bah, c'est tel mot. Le choix de voilà, voilà comment je choisis. Donc il y a effectivement un énorme aspect émotionnel. Et vous êtes toujours satisfaite de la version, française? Elle vous procure les mêmes émotions, Oh jamais! Ouais, jamais. D'accord. Non. Je sais plus qui dit, un italien bien sûr: «Traduttore traditore», donc traduction, trahison. Bon, ça vous connaissez, c'est connu. Je ne suis jamais satisfaite et il faut savoir aussi que donc je traduis Macbeth en 99-2000, donc ça date. J'ai traduit ensuite Peine d'amour perdu dans les années 2000. Je sais que j'ai traduit Cymbeline, également pour Hélène V, en 2003-4, quelque chose comme ça et après, il y a un duo de metteurs en scène qui m'a demandé de traduire La Tempête pour eux et ensuite j'ai fait l'adaptation avec l'un des 2 metteurs en scène, heu, pour le spectacle spécifique qu'ils montaient tous les 2. Et donc ça, c'était plus tard. Donc en fait, j'ai traduit sur un et quand j'ai relu ma traduction de Macbeth, j'étais pas du tout contente parce que je pense aussi que j'ai évolué, j'ai grandi et voilà et donc je pense que la maturité quand même, ajoute, de la qualité, et en même temps et ben, cette traduction de Macbeth d'il y a 25 ans, elle, elle correspond aussi à l'équipe où nous étions, jeunes, sortant d'école de théâtre, désireux de, voilà, de servir ce magnifique auteur avec, le un énorme, investissement musical. On travaillait avec un contrebassiste sur scène, donc il y avait un aspect, aussi, vraiment sur la musicalité. En plus, c'est une pièce un peu particulière de Shakespeare parce qu'elle est assez courte et assez parfaite dans la forme, alors que certaines autres par exemple Cymbeline, il y a des il y a des incohérences, il y a des parties qui se ressemblent pas du tout au point on se demande si c'est vraiment Shakespeare qui a écrit, tel morceau de la pièce qui ressemble tellement pas du tout au début de la pièce. C'est des pièces fleuves et cetera, alors que Macbeth, elle est assez bien, ficelée et donc il y a une forme très forte et donc là, on est obligé quand même de faire des choix, formels pour garder la poésie, l'intensité dramatique, et donc voilà. Je sais que cette traduction,
Je pense qu'elle n'était pas du tout parfaite, vraiment pas, mais en même temps, elle a été faite avec un souci, beaucoup de la musicalité, alors que d'autres plus tard étaient plus avec un souci de concret. Comme je vous disais dans Peine d'amour perdue, énormément de comiques, de jeux de mots. Vraiment, ça dépend complètement de l'univers et aussi de l'axe, de la mise en scène. D'accord. Vous parliez justement, je vais rebondir sur, l'évolution, de votre rôle, de traducteur. Dans le contexte, oui, du théâtre contemporain, comment voyez-vous le rôle, du traducteur? Et voilà, est-ce que vous êtes un intermédiaire invisible, un collaborateur, créatif ou quelque chose entre les 2? Enfin, comment le rôle du traducteur pour vous, et dans la traduction théâtrale, quel est son rôle? Alors moi, c'est vrai que les expériences de traduction théâtrale que j'ai eues, heu, se sont principalement passées en collaboration étroite avec le metteur en scène ou la metteur en scène et les acteurs. Et moi, ce que j'aime, c'est être, à côté du plateau, écouter, changer des choses, parler avec les acteurs, leur parler de comment c'est en anglais, quelles sont les émotions qu'on ressent, pourquoi j'ai choisi ce mot, mais je peux peut-être changer si, voilà et surtout que c'est jamais fini, c'est jamais parfait une traduction, donc parfois quand ça on passe sur le plateau, on se rend compte que: «Ah oui, non mais là j'aurais vraiment pas dû prendre choisir ce mot, j'aurais dû changer». Bah, moi je nourris leur travail, mais eux, ils nourrissent le mien aussi. Et donc moi, en tout cas, n'étant pas une érudite, voilà, j'ai fait des études, mais je ne suis pas une érudite comme Jean-Michel Desprats ou André Markovitch et donc je n'ai pas du tout cette prétention et donc je me dis que moi, la petite pierre que je peux apporter à l'édifice, elle se situe au niveau du plateau parce que j'ai une expérience de jeu, de comédienne et maintenant de direction d'acteur aussi et que donc c'est ça qui enrichit, c'est ça qui peut être intéressant de me choisir moi, quoi. Voilà et donc quand j'ai pas pu participer à la mise en scène au sens où être assistante ou être présente ou bien, faire refléter le travail de mise en scène sur moi, mon propre travail. C'est arrivé sur la pièce justement, où on a fait l'adaptation avec le metteur en scène sur La Tempête, j'ai pas pu ensuite intervenir. C'était un peu plus frustrant et je pense que bon, bah, ils auraient pu prendre une autre traductrice, ça aurait été pareil, en fait. Tandis que voilà, enfin, sauf que bon, il se trouve quand même que l'adaptation, je l'ai faite avec ce metteur en scène qui est un metteur en scène avec qui j'ai beaucoup travaillé, justement, de Tréteaux de la pleine lune, qui est mon premier employeur, donc il y avait une complicité, il y avait voilà et hem et la dernière chose que je peux dire, c'est que j'ai récemment été interprète au sens de traductrice, à l'oral, pour un metteur en scène américain. Sur une pièce qui ce n'est pas moi qui avais traduit la pièce, c'est Ariane Mnouchkine, le metteur en scène américain Richard Nelson qui a été invité au Théâtre du Soleil récemment et donc la traduction simultanée, qui n'est pas du tout mon métier non plus, c'est-à-dire que c'est très difficile de traduire, en rythme, en direct. Ça demande un entraînement et aussi, une richesse de vocabulaire que je n'ai pas, puisque ce n'est pas ma formation. Mais voilà, là encore une fois, la faille, voilà, ce que je n'avais pas était compensé par le fait que je pense que je l'ai bien assisté en tant j'étais quelque part son assistante. Je comprenais ce qu'il voulait dire aux acteurs, puisque j'ai la connaissance du plateau et des acteurs et donc finalement, je traduisais ce qu'il voulait dire, de façon peut-être plus exacte qu'un interprète professionnel qui aurait eu exactement le bon vocabulaire, mais qui n'aurait pas eu la connaissance du plateau et des acteurs. Donc voilà, là, une traduction orale, ça a été pour moi extrêmement enrichissant et évidemment maintenant j'ai envie de traduire toutes ces pièces, en français parce que c'est un auteur merveilleux qui n'est pas traduit en français. Réponse, super intéressante et riche. Alors 2 questions, pour rebondir sur vos réponses. Alors la première sur, la traduction, instantanée. Heu, Comment on équilibre le besoin de rapidité, du coup avec l'impératif enfin le besoin de rapidité, avec l'impératif de précision dans la traduction, instantanée? Et une question sur, la collaboration, artistique. Donc on l'a bien vu dans ce que vous venez de dire, hein, que la traduction pour le théâtre est souvent un acte, collaboratif. Et est-ce que vous pouvez nous partager une expérience, significative où la collaboration avec d'autres artistes, hein, comédiens, metteurs en scène ou même autres traducteurs, a profondément influencé votre approche, de la traduction d'une œuvre, particulière?
D'accord. Alors, donc la première question, vous m'avez dit, ah oui, comment concilier la rapidité et la Après précision? c'est ça. Dans la traduction Alors, instantanée. oui, oui, c'est quelque chose que j'ai découvert donc sur cette expérience puisque j'avais fait un petit peu enfin, j'avais été interprète sur des stages auxquels j'avais participé comme comédienne avec des intervenants, anglophones. Quand le traducteur était pas là, je m'y suis substituée, donc c'était totalement occasionnel. Là, j'avais vraiment la responsabilité d'être la voix française de Richard Nelson, donc ça a été un gros challenge et c'est comme pour la traduction écrite finalement, il y a toujours un compromis à faire. Sauf que ce compromis se fait, au présent. Donc il faut et alors et voilà, on parle du présent, donc qui est la qualité essentielle de l'acteur, être au présent. L'art du présent, dit Ariane Mnouchkine d'ailleurs. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quelque part, sans s'en rendre compte, on se branche complètement sur le locuteur. C'est ce que j'ai fait et finalement je le traduisais, mais comme si je jouais ce qu'il disait. C'est-à-dire que ça passait presque plus par la tête. Alors parfois, ça repassait par la tête ou quand je me rendais compte que j'aurais pu préciser justement, mettre un autre mot plus précis, donc ça m'arrivait de me reprendre un tout petit peu, mais il fallait pas faire trop long parce qu'il était déjà en train de parler la suite et hem donc en général, ce qui se passait, c'est que oui, je me branchais sur lui et je me retrouvais on m'a dit que c'était assez comique d'ailleurs de me regarder traduire. Je me retrouvais en fait à dire les choses avec exactement la même intonation que lui en anglais, mais en français. Et j'avais plus de facilité dans ce sens-là que quand il fallait que je traduise ce que disaient les comédiens francophones en anglais. Parce que voilà, n'étant pas totalement suffisamment bilingue, la traduction évidemment vers la langue étrangère est plus difficile. Moi j'y arrivais plus ou moins, mais ça me demandait de réfléchir un peu plus pour trouver les mots. Donc en français, je cherchais en effet à traduire rapidement et précisément, mais j'étais dans le ressenti et dans la mime presque c'était presque du mimétisme avec lui. C'est-à-dire que ça passait par ma compréhension organique de ce qu'il disait et je le traduisais avec mes mots. Et quand je me réentendais vraiment un fragment donc toujours au présent, un fragment de seconde après, je me disais: «Ah, là j'aurais pu dire cet adjectif-là plus tôt». Donc je rajoutais voilà, je pouvais préciser derrière mais en général, c'était très organique. D'accord. D'ac Voilà, comme si je jouais son personnage, en fait. c'est ça. Heu, c'était presque du jeu théâtral. Ça fait comme il faut pas on peut pas réfléchir, en fait. Il y avait un mime physique, qui se créait, Oui. au même moment, C'est ce qu'on m'a dit que c'était alors bon, en plus, je suis un peu expressive, comme quand je Ah suis oui. comédienne, donc voilà, peut-être un peu trop. Mais en tout cas, c'était oui, il y avait un mime, une espèce de mimétisme physique et au niveau de l'intonation, beaucoup. Pour qu'ils comprennent exactement, parce qu'évidemment, selon l'intonation, le mot n'a pas exactement le même sens. Donc c'était amusant. Mais en tout cas, voilà, on est obligé de plonger complètement et on peut très peu se reprendre. Donc en fait, on est obligé de se connecter comme avec un vous savez, c'est pas du wifi, c'est on est branché quoi. On est Expérience, branché. qui vous a plu? Ah oui, 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 moi j'ai adoré ça. J'ai adoré parce que je pense aussi la comédienne en moi du coup était, Sûr, en avait pour ça. bien sûr, c'est un jeu théâtral en fait, au final, hein, oui, oui. En fait, c'est du jeu théâtral, ouais et en plus, c'était quand même un honneur de diriger des a du coup, je les dirigeais par, par, voilà, par langue interposée, de diriger des acteurs, extraordinaires, qui étaient des acteurs très expérimentés et donc il fallait vraiment que je me branche sur lui pour pas me juger aussi et pas me dire: «C'est moi qui leur dis ça, tu dois faire ceci ou cela». Non, c'est Richard Nelson qui le dit, moi je ne fais que traduire. Mais c'était un honneur et en même temps ça m'obligeait quoi, à être totalement, dans la compréhension immédiate de ce qu'il voulait et c'est vrai qu'avec le temps, parce qu'on a quand même répété plusieurs mois, au début j'avais un peu peur et j'étais pas hyper à l'aise et puis c'est comme le vélo, ça revient très vite quand même l'oralité et puis aussi plus je le connaissais lui et que je comprenais sa façon de construire ses phrases et sa pensée et plus je voyais où il voulait en venir et plus c'était facile pour moi d'être rapide. Bien sûr, j'imagine qu'au début, ça devait être, compliqué Oui, parce qu'en plus, de rentrer dedans, si là vous étiez dans guillemets. oui, moi j'ai plus l'habitude en plus des Anglais, donc l'accent américain avec, une articulation, quand même,
pas très, avec peu d'articulation en fait, il fallait vraiment, il y avait parfois je comprenais, il me manquait un mot ou 2, donc j'étais obligée de le faire répéter. Puis petit à petit, je me suis habituée à sa façon de parler et je l'ai mieux compris et ça a été plus facile. Ça demande un entraînement. Intéressant, intéressant sur la traduction instantanée, je Mais le il a été très gentil parce qu'il me laissait le temps, entre ses phrases. Parce que, ce qu'on appelle la vraie traduction, simultanée à la radio par exemple, oui, c'est-à-dire que les traducteurs, les vrais traducteurs simultanés, ils parlent et en même temps ils entendent la phrase suivante. ça, c'est vraiment, simultané au sens propre. Là, il y avait quand même un laps de temps, il y avait un temps de pause, enfin pause avec des grands guillemets, Oui, c'est ça, c'est-à-dire il terminait sa phrase, il me laissait la traduire et il continuait. d'accord. C'était quand même généreux de sa part. Et Voilà. tenter l'expérience de la traduction instantanée, à la radio ou lors des conférences, vraiment en écoutant et en traduisant, simultanément, ça vous intéresserait? Alors, j'ai une amie qui fait ça, qui est interprète, professionnelle, elle travaille, vraiment à haut niveau. D'accord. Heu, je sais que je n'en suis pas capable sans une vraie formation. Je sais, elle est venue elle a assisté à une répétition, donc elle m'a vue traduire. Elle m'a dit: «Tu te débrouilles bien, mais ça demande un entraînement, oui, enfin, j'en suis pas capable. Il faudrait que Formation. je me Oui, forme. voilà, une formation comme, oui, oui. Voilà, il faudrait que je me forme. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais bon, peut-être pas suffisamment Oui, de là pour à se former. oui, bah, mon cerveau n'est plus, aussi jeune qu'il y a 20 ans et ça, je me dis que bon, je vais plutôt exploiter les choses que je sais faire. Mais enfin, c'est vrai que c'est très intéressant. D'accord. Du coup, ma Oui. deuxième question, c'était sur la collaboration artistique. Est-ce que vous avez, voilà, un exemple concret d'une expérience où, justement la collaboration avec d'autres artistes, a influencé, votre approche, de la traduction dans une œuvre, en particulier? Alors bon, bah, il y a le premier metteur en scène pour qui j'ai fait cette traduction, donc qui est Alexandre Zloto, qui est encore aujourd'hui mon compagnon, qui est maintenant l'assistant d'Ariane Mnouchkine, mais qui a fait beaucoup de mise en scène. Et donc, cette première collaboration, oui, elle m'a d'abord lancée à m'autoriser à traduire, un auteur comme Shakespeare et puis, comme on faisait un travail avec un musicien, comme je vous disais, c'était un travail vraiment sur la langue et sur la musicalité et on était extrêmement enfin, on était en collaboration étroite, c'est-à-dire que c'est moi qui ai traduit, c'est moi qui faisais les choix de traduction, mais on avait un dialogue permanent, avec lui, avec le musicien, avec les acteurs et notamment avec l'acteur qui jouait, Macbeth, avec qui on avait beaucoup, beaucoup de discussions parce qu'il voulait comprendre vraiment le cœur de l'anglais et c'est vrai que ces discussions que j'ai eues avec l'acteur qui jouait Macbeth, c'était, extrêmement intéressant et enrichissant parce que pour moi, c'était la première fois que je faisais ça, donc après ça n'est plus j'ai plus eu ce type d'échange. Il était très en demande de savoir, heu ce que l'anglais, recelait, comme sens caché, jeu de mots ou connotation ou enfin voilà, tout ce qu'il peut y avoir dans une réplique qui, traduite par DeepL ne sera absolument pas, ne donnera ni le sens, ni la saveur, ni la temporalité, ni les connotations, ni l'humour s'il y en a, ou alors, voilà tout surtout que c'est une pièce extrêmement poétique avec beaucoup de métaphores. Donc comment traduire une métaphore? Évidemment pas littéralement. Donc cette exploration du texte par le biais du dialogue avec l'acteur, moi, m'a énormément, apporté. Je dirais que ça, c'est une chose et sur, Cymbeline, j'ai travaillé avec un musicien puisqu'il y avait donc des chansons et là, on a choisi de prendre des sonnets de Shakespeare, qui n'avaient rien à voir avec la pièce, mais qui étaient de Shakespeare, pour créer, les musiques, pour créer les chants enfin, lui, il créait la musique de tout le spectacle et à certains moments, il y avait des chansons elle souhaitait, la metteur en scène elles étaient pas dans la pièce, les chansons, mais la metteur en scène souhaitait intégrer des chansons et donc on a travaillé ensemble sur, la traduction de certains sonnets. Donc là, il y avait des contraintes rythmiques, de rimes aussi.
pour que ça colle avec la musique. Enfin, lui, il a créé sa musique sur nos paroles. Donc là, il y a eu une collaboration où je Et quel était traduisais. le et quel était le Comment? parti pris quel était le parti pris de cette combinaison, avec la musique? Alors, il s'agissait d'un moment. Alors, je ne sais plus si dans la pièce, il y avait l'évocation d'une chanson. Il y a un courtisan qui chante à sa belle, quoi. Et donc, il n'y a pas de chanson il n'y avait pas de chanson écrite dans le texte. Donc on s'est dit: «On va prendre un sonnet de Shakespeare et puis, Ariane va le traduire et puis, Jo qui faisait la musique va le mettre en musique». Mais donc j'ai travaillé avec le musicien parce que, je voulais savoir, enfin c'est compliqué de enfin voilà, est-ce qu'il voulait un certain nombre de pieds? Comment on faisait pour les rimes? Parce que quand on traduit littéralement, bah, ça rime pas, donc il faut donc quel est-ce voilà, donc on s'est amusé à trouver le rythme et comment faire rimer. Est-ce qu'on fait une rime sur 2 ou vous voyez, on fait AB, AB ou AA, BB, voilà. Quels sont les choix qu'on peut faire pour rendre, pour faire de ce sonnet en anglais une chanson en français qui soit, avec tout ce que peut comporter une chanson, c'est-à-dire notamment le rythme et la rime. Super intéressant. Alors, une question, concernant votre travail de recherche, donc de mémoire sur, Beckett et Coltès. Est-ce que ce travail, a-t-il eu un impact sur, votre vision, de la traduction, théâtrale? Et si oui, comment ces auteurs et comment ce travail, influence-t-il, votre manière de penser et de résoudre des défis, au niveau de la traduction? Alors donc oui, c'était un travail un mémoire de littérature comparée, puisque c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup. J'avais, donc qui avait pour titre «Désir et désespoir» chez Beckett et Coltès. Donc j'étais plus axée sur, les thématiques sous-jacentes dans, les pièces de ces auteurs, que véritablement sur une approche de la langue en tant que voilà, j'avais pas la traduction du tout en tête encore, en sachant que les œuvres de Beckett sur lesquelles j'ai travaillé étaient écrites en français par lui, ou traduites en tout cas par lui. C'est Beckett a écrit dans les 2 langues, mais donc c'était pas du tout dans une approche, liée à la traduction, mais évidemment que la littérature comparée, finalement, c'est un peu la même chose que la traduction, c'est vrai, enfin il y a un lien. C'est comment dire? Comment aborder la langue, comment com qu'est-ce voilà, chercher ce qu'il y a de commun, ce qu'il y a de différent et c'est vrai que, bon, ce sont 2 auteurs qui, assez modernes, donc quand même avec des répliques brèves, voilà, c'est pas on n'est pas dans, rendre actuel un auteur, ancien, qui peut avoir des tournures plus longues et cetera. Donc là, c'est vrai que, bon, il y a une différence de temporalité entre Beckett et Coltès, mais bon, ils sont quand même assez proches au niveau d historique. Heu, est-ce que ça a influencé forcément ça a influencé, mon rapport à la traduction puisque puisque ça influence mon rapport à la langue. Heu, mais là, j'aurais pas fait c'est vrai que si vous m'aviez pas posé la question, j'aurais pas fait de lien. Je Rapprochement. pense que ouais, j'aurais pas fait de lien spontanément. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui me plaisait énormément chez Coltès, c'était le rythme de la langue et ces espèces de choses qui, pour moi, sont comme un galop, c'est-à-dire des répliques très longues avec des virgules, des virgules, des virgules et donc une forme de voilà, moi j'associais ça beaucoup à un galop de cheval et que peut-être, c'est ce qui me plaît aussi dans le pentamètre iambique, shakespearien, c'est-à-dire ce rythme, cette chose comme ça où il y a un rythme avec comme une régularité, mais avec des accidents à l'intérieur mais une sorte de chose haletante comme ça, avec un rapport au souffle, à la respiration, et c'est ça qui me plaisait, chez Coltès. Je voulais travailler sur Coltès et j'ai choisi Beckett en deuxième parce que je cherchais avec quel auteur voilà, ouais Intéressant, et intéressant. ouais, ouais et bon, Beckett évidemment est un immense auteur. Ce n'était pas, sur lui que j'avais choisi de travailler au départ et ensuite je me suis dit: «Mais évidemment,
en tout cas au niveau des thématiques, voilà, Coltès était beaucoup sur le désir, Beckett beaucoup sur le désespoir, mais évidemment, ce sont les deux faces d'une même pièce, et donc ça m'a intéressé de les confronter par rapport également comment dire, à la brièveté de Beckett, et à cette chose très définitive que je mettais en opposition beaucoup avec le rythme effréné de Coltès qui est dans quelque chose de plus mouvant. Voilà. Si ça date un peu, hein, je vous avoue. Donc, c'est ce que je pourrais dire comme lien avec la traduction. D'accord. Vous parliez tout à l'heure du dialogue avec les acteurs et une question me vient à l'esprit. Voilà, vous aviez dit que, la répétition, hein, c'était un moment clé dans le processus, voilà, de création, de création théâtrale. Est-ce que vous avez un exemple, concret, un exemple qui vous a marqué? Comment les interactions avec les acteurs pendant les répétitions, ont influencé, un choix de traduction? Par exemple, notamment en termes de clarté, de naturalité du dialogue et de jouabilité, je ne sais pas si je crée un néologisme, mais jouabilité des textes. Oui, alors, j'ai pas d'exemple en tête, parce que, comme je vous dis, ça date un petit Oui, bien peu sûr. dans ma tête, mais bien sûr comme vous disiez, c'est un joli néologisme, jouabilité, parce qu'en effet, il y a un autre terme qui est assez. Il y a comment dire, la masticabilité d'une réplique aussi. Sûr. C'est-à-dire que si on a construit une réplique avec trop d'allitération ou trop de sons difficiles à prononcer, si l'acteur bute sans arrêt sur sa réplique, on se dit, bon, ouais, peut-être on peut faire mieux, peut-être on peut faire quelque chose de plus fluide, de plus facile à prononcer. Donc il y a la prononciabilité aussi à prendre en compte. Et, et puis, en effet, la clarté, c'est extrêmement important parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'essaye de traduire en fonction de ce que la réplique en anglais me fait ressentir, et j'aimerais créer la même émotion dans le français. Et parfois, on va se rendre compte qu'on a traduit un passage et puis que sur scène, en tout cas l'acteur, on se dit: «Ah, mais c'est l'acteur, il le dit pas comme moi je l'entendais quand je l'ai écrit». L'acteur, lui, il saisit pas la même, voilà, ça lui procure pas la même émotion, et du coup, c'est là que c'est important et intéressant d'en parler avec lui, de lui expliquer pourquoi on a choisi ça, parce qu'on et de lui montrer l'anglais pour qu'il comprenne, et en général, quand même, l'anglais, c'est pas comme le japonais où voilà, les acteurs, même s'ils sont pas bilingues, quand même, ils peuvent identifier les mots, comprendre et avoir un avis. Et parfois, de la discussion va naître une solution une meilleure solution. Parce qu'il y a l'épreuve du plateau aussi. C'est-à-dire qu'une fois que le texte est passé en bouche et sur le plateau, on se rend compte, on voit des choses qu'on ne voyait pas sur le papier. Même si j'avoue, moi, souvent, quand je traduis, je les dis, les répliques, pour voir si elles sont. Voilà. Mais c'est pas pareil que de les voir sur le plateau. C'est un autre tamis, je dirais. Dans la... Ça permet d'affiner encore le travail. D'accord, merci. Une question sur le choix de traduction, alors on voit que les traductions que vous avez effectuées, c'est des demandes, c'est un travail collaboratif, hein, mais qu'est-ce qui vous attirerait dans une pièce de théâtre, au point de vouloir la traduire? Est-ce que c'est le thème, les personnages, la structure narrative, ou est-ce que c'est quelque chose de plus intangible? Alors, bon, moi, c'est vrai que c'était des demandes, hein, à chaque fois. Donc, j'ai aussi traduit une pièce plus moderne, un monologue d'un auteur américain pour une comédienne qui me l'a demandé, mais avec qui j'ai travaillé en collaboration. Donc, ça, c'était une autre expérience. Euh, J'avoue que traduire Shakespeare, c'est vraiment, c'est c'est merveilleux. Ah ouais, bien sûr. Et aussi parce qu'en fait, en tant que Française, je dirais que, finalement, il y a des moments où la langue de Shakespeare me semble plus proche du français que de l'anglais, enfin puisque c'est de l'anglais ancien, que de l'anglais moderne. C'est-à-dire, pas plus proche parce qu'évidemment les mots sont anglais, mais dans les tournures, on trouve des tournures qu'il est plus facile, enfin
on trouve un équivalent français assez facilement parce qu'il y a une proximité, avec le français qu'il n'y a pas dans l'anglais moderne. J'ai c'est dommage que j'ai pas d'exemple, en tête, mais en tout cas, quelque chose, en tout cas, moi, je me suis familiarisée beaucoup avec la langue anglaise, avec la langue de Shakespeare, et au fil du travail de traduction, j'avais l'impression de bien sûr, ça m'a nourrie, d'en avoir traduit une ou 2 avant, ou 2 ou 3 pour la quatrième, d'avoir l'expérience de parce qu'il y a quand même souvent des tournures qui reviennent. Il y a il y a aussi, tout un vocabulaire, d'ailleurs, je vois qu'il y a le Shakespeare Glossary qui m'a beaucoup servi, par exemple. Voilà, parce qu'on a des mots qu'on ne Ouais. trouve pas dans le dictionnaire moderne, donc qui sont vraiment des termes qui reviennent souvent dans Shakespeare, donc après on finit par les reconnaître. Et donc votre question, je suis un peu partie, votre question c'était, est-ce que oui, qu'est-ce qui m'amène en fait, ça a toujours été, des dem pas parce qu'on me les a demandés, mais j'avoue que j'ai une énorme, énorme affection pour Shakespeare, voilà. Mais je ne serais pas contre traduire des pièces plus contemporaines. En tout cas, comme je vous disais, de travailler avec Richard Nelson, dont je n'ai pas fait la traduction, mais il changeait, puisqu'il est l'auteur de sa pièce, il changeait sa pièce au fil des répétitions et au début des répétitions, il me demandait de traduire provisoirement, en attendant que la traductrice, revienne dessus, quelques pages, pour la répétition du jour qu'il avait travaillé lui, parce qu'il travaillait très tôt le matin et il changeait sa pièce tous les jours. Et donc, moi, je traduisais 3-4 pages tous les matins avant la répétition. Et donc, bah, ce travail-là, moi, je l'ai adoré parce qu'une fois qu'on est familiarisé avec les personnages, la situation, l'univers d'un auteur, bah, on est comme à la maison, quoi. On a l'impression de sentir. Ça vous aide énormément pour les choix de traduction. Et le fait d'être présente en répétition, pour moi, est essentiel. Alors une petite question sur, justement l'univers de Shakespeare. Est-ce que vous avez trouvé que son univers et ses personnages, heu, imprégnaient votre quotidien au point de rêver d'eux ou de vous retrouver à penser à ces pièces en dehors du travail de traduction, en mangeant, en Alors oui, alors quand on a traduit, vous voyez, je dis on, mais quand j'ai traduit Macbeth, quand on travaillait sur Macbeth, avec donc, je vivais avec le metteur en scène, donc on en parlait jour et nuit. C'est une pièce très obsédante, et c'est vrai que, l'imagerie, je vous parlais des métaphores qui sont très présentes dans cette pièce, le corbeau qui croasse, la lune qui est invoquée, le meurtre, le sang, toute cette, tout ça était très présent, disons qu'on faisait allusion sans arrêt au texte, mais plus sur le mode de la plaisanterie. On n'a pas été hanté non plus quand même, par, d'accord. mais enfin oui, c'est-à-dire que ça devient omniprésent. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a alors ça avait plus été avec Richard Nelson puisque c'est une pièce contemporaine, mais on se met à parler avec les répliques, enfin, à Ah oui, citer des moments du texte sans s'en rendre compte puisque ce sont des répliques bon, parce que là, c'est des répliques très quotidiennes, donc qui pourraient complètement coller et comment dire? L'inconscient fait que ce sont ces mots-là qui ressortent parce qu'on les a quelque part, quoi. Ce sont ces mots-là qui viennent en premier. et Donc toujours en fait, on se parlait en réplique parfois. toujours dans la même thématique, est-ce que vous avez déjà eu l'impression, toujours, hein, lors de la traduction, d'entrer en dialogue avec Shakespeare lui-même ou de débattre de ses intentions oui, de choix de mots ou autre? Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression de développer une grande complicité avec Shakespeare. Bah, de rentrer en fait dans sa pensée, dans son univers et surtout quand je retrouvais des expressions, des tournures qui reviennent, qui sont récurrentes dans ses pièces, j'avais l'impression, donc comme je vous disais tout à l'heure, d'être un peu à la maison, voilà, de d'une complicité, on va dire. Et son humour aussi, extrêmement, attachant, en fait. Et c'est vrai qu'on s'attache à un auteur quand on le traduit et on a envie de faire le mieux possible, aussi de rendre le mieux possible ce qui nous touche. Et donc quand on est touché par l'auteur, bah, c'est plus facile d'essayer de toucher
le lecteur francophone ou l'auditeur francophone en se disant: «On va essayer de rendre exactement la même émotion qu'on a reçue», parce qu'on a l'impression de partager quelque chose de quelqu'un qu'on connaît. En tant qu'enseignante cette fois-ci, est-ce que alors comment intégrez-vous, vos expériences et vos compétences, en traduction dans vos cours? Est-ce que vos étudiants, participent à des projets de traduction et si oui, comment cela influence-t-il leur compréhension, du théâtre et de la langue? Alors moi, je suis venue à l'enseignement justement par l'anglais. Il se trouve que donc j'étais comédienne, j'étais sortie de cette école depuis une dizaine d'années et j'ai beaucoup en sortant de l'école, j'ai travaillé avec une troupe anglophone avec laquelle j'ai joué notamment Shakespeare dans le texte et monté des pièces, françaises classiques, notamment Marivaux, dans le texte aussi. Donc c'était une troupe bilingue, on jouait Shakespeare en anglais, Marivaux en français et donc c'était le but du truc. Et donc Claude Mathieu, qui était donc le directeur de l'école Claude Mathieu où j'enseigne encore aujourd'hui, qui maintenant est dirigée par Thomas Bellorini, m'a appelée pour me demander de venir remplacer la prof de VO qui partait en tournée avec Martinelli, puisque ce sont que des comédiens qui sont profs dans cette école. Donc elle partait en tournée et ils avaient un cours de certaines écoles appellent ça acting in English, voilà, il s'agit de faire travailler des textes justement en anglais et c'est comme ça que je suis devenue enseignante. Alors c'est par l'anglais que je suis devenue comédienne parce que voilà, l'histoire a fait que c'est l'anglais qui m'a amenée au théâtre. Ensuite, là, je deviens prof grâce à l'anglais, donc c'est vraiment très, très lié affectivement. Et donc, quand je travaille en ce qu'on appelle nous en VO avec mes élèves, euh, j'essaye, comment dire, il ne s'agit pas de traduction, mais mon cours se fait en français, mais eux, ils doivent travailler une scène en anglais. Et donc, quand ils comprennent pas une tournure de phrase, bah, je la leur traduis, évidemment, oralement comme ça. Et et donc la traduction, apparaît à ce moment-là. Et l'idée est d'essayer de leur faire enfin voilà, de leur faire toucher du doigt, le mouvement organique de la langue anglaise, les intonations, et voilà. Il se trouve que c'est un outil pédagogique vraiment intéressant aussi pour l'acteur que de travailler dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, parce que ça débloque des choses, parce qu'on ne s'écoute pas de la même façon, parce qu'on ne se juge pas, parce qu'on et on touche à des on ouais, on touche à des choses en soi, inconnues, qui nous révèlent et ça peut vraiment être même s'ils ont pas forcément un extraordinaire niveau d'anglais, ça peut vraiment les débloquer. C'est un outil pédagogique, véritablement, que de travailler dans une autre langue que la sienne. De passer par ce biais-là. Ouais, voilà. En tout cas, moi, je l'envisage comme ça, comme un outil. Le but n'est pas qu'ils jouent enfin, après, il y en a qui sont très forts et qui passeront peut-être des castings en anglais, et cetera. Mais ceux qui n'ont pas un suffisamment bon accent, moi, je n'ai pas le temps de faire je suis pas là pour leur faire un cours de langue. Je suis là OK. pour qu'ils apprennent en tant que jeunes acteurs, qu'ils aient une expérience de jouer dans une autre langue que la leur et que ça les fasse avancer en tant qu'acteurs. Pas dans le but qu'ils jouent en anglais un jour, s'ils sont trop éloignés du but, vous voyez? L'idée, c'est vraiment l'outil et c'est vrai que ça touche quelque chose qui est proche de ce dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à quand j'étais interprète de ce metteur en scène américain. C'est-à-dire que ça vous met à un endroit où, de toute façon, vous êtes à un autre endroit que d'habitude. Ça vous déplace et donc forcément, vous apprenez des choses sur vous et ça donne, je trouve, plus de liberté. Une question, attendue, je pense, dans un monde où, justement la technologie, hein, transforme, beaucoup d'aspects, de notre vie, personnelle et professionnelle. Je serais curieux de savoir comment elle façonne ou elle façonnerait, également, l'art de la traduction et en l'occurrence, dans votre cas, la traduction, théâtrale. Est-ce que vous utilisez des outils numériques? Spécifiques, hein, par exemple des traducteurs, instantanés numériques, dans votre processus, de traduction? Et si oui, de quelle manière, ça influence votre manière de travailler? Oui, alors moi, j'utilise beaucoup les dictionnaires. J'utilise pas les traducteurs parce que je suis contre. Enfin, même s'ils vont nous supplanter, effectivement, la question est attendue, comme vous dites, hein. Ils sont de plus en plus perfectionnés. J'avoue, hein, que parfois ils sont assez, assez performants, hein. Mais, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un dictionnaire, en ligne D'accord. qui, me propose plein de dictionnaires différents.
C'est Lexilogos, mais qui propose donc plein de dictionnaires différents, dont un dictionnaire anglais britannique, anglais américain. Et je reviens en fait à ma formation initiale qui, quand j'étais en classe prépa, on avait droit, pour la version, on avait droit à un dictionnaire anglais. Et donc, je trouve que il faut commencer par chercher dans l'anglais pour comprendre exactement le mot qu'on ne connaît pas, et essayer de trouver soi-même une traduction. Si on ne trouve pas, on peut faire le Oxford Learners ou je sais pas, enfin, voilà, tous les dictionnaires, le Word Reference et tout ça. Tout. En plus, on a le choix entre plein de dictionnaires. Donc, moi, quand je suis pas satisfaite par un, je regarde ce que met l'autre, je regarde ce que met l'autre. Et en fonction, en effet, si c'est britannique ou américain, voilà, je choisis. Et puis, j'ai beaucoup recours au dictionnaire des synonymes. Donc le CNRTL, le Centre de recherche textuelle. C'est un super site que je vous conseille. Je crois que c'est une traductrice qui me l'a conseillé il y a très longtemps. CNRTL, Centre national de recherche textuelle. Donc Ressources textuelles et lexicales, il me semble. voilà, merci. Et donc, j'utilise principalement les synonymes, mais il y a plein d'autres outils sur ce site. Et j'utilise beaucoup les synonymes parce que quand je comprends le sens anglais, mais je ne trouve pas le mot français qui me convient, voilà, je vais mettre un mot qui ne me convient pas en français, et puis ça va me donner des idées de. Et alors, il y a un autre outil qui est formidable que j'ai utilisé pendant mes études aussi, c'est le thésaurus. Vous connaissez peut-être, c'est donc pour la langue anglaise spécifiquement. Et donc, c'est un espèce de dictionnaire qui va vous donner tout le champ lexical relatif à un mot. Donc, en fait, tout de suite, ça ouvre l'imaginaire, ça ouvre la pensée, et on se met à penser à des mots auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et ça permet enfin, ce sont de très bons outils. Moi, j'ai toujours donc mon dictionnaire des synonymes et un thésaurus dans le coin. À l'époque où j'ai travaillé sur une pièce moderne, j'avais trouvé un dictionnaire d'argot aussi en ligne qui m'avait servi. Donc moi, j'ai tout le temps recours au dictionnaire, mais pas au traducteur. Jamais, jamais, jamais. Je crois que ça m'est arrivé extrêmement rarement quand j'avais une tournure que j'arrivais pas à formuler ou il me manquait. Mais en général, ça ne m'aide pas. C'est-à-dire que je trouve j'ai plus de ressources dans un dictionnaire ou dans un dictionnaire des synonymes ensuite pour essayer de comprendre, et même ou le thésaurus qui me donne tout le champ lexical. Si la tournure n'est pas claire, si je ne la comprends pas, je préfère aller voir. J'ai pas mal d'amis anglophones, de langue maternelle anglaise. Je préfère leur demander ce que ça veut dire concrètement s'il y a quelque chose qui m'échappe, parce que je sais que le traducteur, lui, il n'a pas la capacité à me donner comment on appelle ça, l'aspect idiomatique. Bien Vous sûr. voyez, la traduction, la tournure idiomatique, se comprendre. Ben, si je la comprends pas, ça veut dire que c'est soit une expression que je ne connais pas, soit il y a une connotation, soit il y a une métaphore ou ça fait référence à quelque chose que je ne connais pas. Et le traducteur, c'est sûr il va traduire littéralement ou il va se planter. Alors Donc, justement, sur la recherche de mots, vous parliez de collaboration. Dans quelle oui. mesure collaborez-vous avec d'autres traducteurs, linguistes ou experts hein, du domaine pour résoudre des défis de traduction particuliers? Est-ce que vous y faites recours assez souvent ou est-ce que c'est plutôt un travail solitaire? Alors, c'est plutôt un travail solitaire, mais j'avoue que comme j'ai notamment 2 très bonnes amies avec lesquelles qui sont heu, anglophones de naissance. Il y a l'interprète dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc elle a vraiment un parent anglais, un parent français. Donc elle est vraiment, et elle traduit sans arrêt en simultané, donc elle est vraiment très entraînée. Et l'autre personne, c'est une Anglaise avec qui j'ai travaillé au théâtre en anglais quand on avait cette troupe bilingue, donc où on montait des classiques anglais en France et des classiques français en Angleterre, et donc où on a quand même beaucoup travaillé la matière théâtrale. Et elles sont toutes les deux fait Cambridge, elles sont très érudites. Et donc, cette anglaise, elle est anglaise de naissance. Donc, quand il y a une expression que je ne comprends pas, je vais me tourner vers elle. Et quand il y a une expression que je n'arrive pas à traduire, je vais me tourner vers l'autre. C'est à titre purement amical, donc c'est pas du tout systématique parce que je peux pas les déranger toutes les 5 minutes. Mais ça m'est arrivé de demander
«Mais comment tu traduirais ça, toi? Parce que j'arrive pas à trouver, je comprends, mais je n'arrive pas à trouver l'équivalent français ou alors je ne comprends pas la nuance et du coup, ça me manque, il faut comprendre la nuance pour pouvoir traduire, heu, trouver un équivalent français». D'accord, d'accord, d'accord. Donc voilà, l'amitié, plus intéressante que le traducteur. Sur, l'avenir de la traduction, théâtrale, comment vous l'envisagez? L'avenir de la traduction théâtrale en tenant compte, des évolutions technologiques, des changements culturels et pourquoi pas même des nouvelles formes de théâtre, émergentes? Alors bon, moi je pense quand même que l'oralité, est en mouvement permanent et que aussi rapides soient les technologies, et performantes soient-elles, effectivement, elles sont quand même de plus en plus performantes, heu, elles ne peuvent pas, traduire la vie humaine, c'est-à-dire, vraiment la l'oralité. Enfin, je pense que, pour traduire un article théorique ou, ça m'est arrivé, hein, d'utiliser un traducteur pour, par exemple, quand on avait une énorme revue de presse justement sur le spectacle qu'on vient de jouer, et que je voulais les traduire en anglais pour que le metteur en scène puisse les lire quand il y avait des bons articles sur notre spectacle. Là, j'avoue, je prenais pas la peine, en plus de traduire vers l'anglais qui est pas ma spécialité, je le passais dans un traducteur et je le relisais pour être sûre qu'il y avait pas d'erreur. Il y avait plein d'erreurs, d'abord. Donc ça demande un travail de relecture. De toute façon, il faudra toujours des relecteurs humains qui savent les connotations, le contexte et tout ça. Ça, les relecteurs, il y en aura toujours et je pense que pour un article théorique ou pour des choses, des factuels, oui, ils peuvent peut-être nous supplanter. Pour ce qui est de traduire, une intention, une émotion, une nuance, une connotation, tout ce qu'on disait sur les jeux de mots et cetera, je crois qu'il y a que l'humain pour, traduire le théâtre. Alors pour clore, notre entretien, y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez ajouter ou un conseil, hein, que vous aimeriez, donner à ceux qui s'intéressent à la traduction et à la traduction théâtrale notamment? Ou, quelque chose qui n'a pas été abordé, mais que vous jugez, important? D'abord, vous remercier pour votre intérêt parce que je trouve que, enfin je trouve que c'est formidable qu'il y ait des gens qui, voilà, qui s'intéressent à la traduction. La traduction théâtrale, moi, j'avoue que j'ai une un grand amour pour ce travail et bah, vous m'avez un peu soufflé le mot de la fin avec votre dernière question et la réponse que j'ai apportée. C'est-à-dire que moi, je pense que, heu, le théâtre, c'est la vie et que pour traduire la vie, il faut être vivant. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Bah, écoutez, à mon tour de vous remercier, hein, pour, le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui et le temps que vous avez accordé au centre de recherche, le CRIA de Paris-Nanterre et pour, votre partage généreux, hein, de vos expériences, et réflexions. Votre parcours, et vos perspectives, hein, sont pour moi une source d'inspiration, vraiment et d'enrichissement et en particulier pour ceux qui, comme moi, sont passionnés, par, l'art de la traduction et le monde du théâtre. Donc voilà, merci infiniment, d'avoir, enrichi notre conversation, de votre précieuse, contribution. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir. Merci à vous.